Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Après les scandales de l'affaire Pélico qui ont marqué un tournant dans l'histoire, l'inscription de la notion de consentement dans la définition pénale du viol entrera-t-elle en vigueur? C'est la question qu'on va se poser. On en parle avec notre invité dans quelques minutes. Carole et l'extraordinaire Marcel, c'est le titre de l'ouvrage dont on parlera aujourd'hui, un livre pour réfléchir aux problématiques de la trisomie 21. Ce sera avec son autrice dans la seconde partie de notre émission. Dans sa chronique, Louisa Garotière nous emmène au Maroc où le code de la famille a été réformé. Elle va nous expliquer comment s'est fait cette réforme. Et tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec la rentrée scolaire 2025 en Nouvelle-Calédonie qui s'effectue sous des conditions difficiles après les émeutes de mai 2024. Il ne faut pas minimiser le traumatisme de l'année 2024, a affirmé Isabelle Chamorro en charge de l'enseignement. Hier, c'était la rentrée des classes pour près de 63 000 élèves de la Nouvelle-Calédonie. Et après les émeutes de 2024 qui avaient déchiré l'archipel, suite à un projet de loi qui souhaitait élargir son corps électoral, la reprise des cours est sous tension. Quelques exemples. 4 écoles publiques sont fermées dans le Grand Nouméa suite aux dégâts des émeutes. Les élèves sont placés dans de nouveaux établissements scolaires. Plus de prise en charge ou des augmentations des tarifs des transports scolaires. Les aides sociales sont supprimées ou diminuées. Et enfin, les augmentations des prix de la cantine sont notables. Les établissements doivent trouver des solutions pour assurer la reprise, comme le précisait Jean-Luc Barnier, proviseur du lycée professionnel Petro Atiti, dans un reportage de Charlotte Manvy sur France Culture. Lors des événements de mai dernier, le lycée a été envahi, saccagé et puis partiellement détruit. Donc on a pu récupérer pour cette rentrée une partie des ateliers, mais pour les cours d'enseignement généraux, ils ont lieu dans cette annexe. L'Union des groupements de parents d'élèves s'inquiète en cette rentrée, notamment sur la suppression ou la diminution de certaines bourses. Quelles conséquences pour les élèves? On écoute Jean-France Toutiquian, secrétaire de l'Union des groupements de parents d'élèves. Beaucoup de familles se sentent étranglées en fait et beaucoup d'élèves vont peut-être venir le matin et pas l'après-midi parce que les parents ne peuvent pas payer la demi-pension. Il va y avoir à terme de la déscolarisation, mais dans un premier temps, énormément d'absentéisme. Emmanuel Valls, le ministre des Outre-mer, se rendra sur place ce samedi pour sa première visite officielle. Et ce début d'année est aussi marqué par une baisse de 4% des candidats au concours de professeurs de collège et de lycée, une baisse jugée inquiétante. Ces chiffres confirment la crise d'attractivité de nos métiers. Il y a une urgence à reprendre le dossier de la revalorisation, commente Sophie Vénétité, secrétaire générale SNES FSU, premier syndicat des collèges et lycées. C'est près de 3000 personnes en moins en un an pour le second degré, une baisse inquiétante encouragée par des réformes successives et des conditions de travail jugées difficiles par les professeurs. Les candidats à l'agrégation sont les plus touchés par cette baisse, alors que le nombre de postulants au concours des enseignants en école primaire reste stable. Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, juge nécessaire de revoir la réforme de la formation initiale des enseignants afin d'encourager le recrutement. Et on poursuit avec de nouvelles inquiétudes du côté des syndicats. L'éducation physique et sportive pourrait être menacée dans les collèges de La Réunion suite à la suppression des dotations complémentaires 2025 du département. Nous sommes très inquiets. On veut des réponses claires et un rétablissement de cette dotation. Elle est indispensable. Voici ce qu'a demandé Benoît Caclar, le secrétaire départemental SNEP FSU, le syndicat national de l'éducation physique. Ces dotations 2025 financent les transports des élèves pour se rendre aux activités physiques. Sur place, on craint un accroissement des inégalités entre les 78 collèges publics. On parle d'une dizaine de bus en moins, également la suppression des APPN, ces activités physiques en pleine nature. Alors comment se réinventer? Quelles conséquences pour les élèves? On écoute Coralie Colombet, qui est professeure d'EPS au collège Jean Lafosse à Saint-Louis. Ça fait presque 10 ans qu'on appelle le département pour nous aider sur les installations sportives et en contrepartie, il nous avait promis, entre guillemets, ces transports scolaires pour pouvoir sortir de l'établissement. Et du coup, ça fait plusieurs années qu'on mettait en place des sorties à PPN pour répondre à nos missions à l'extérieur de l'établissement. Les 6e sortent en sortie lagon avec la SVT, les 5e en course d'orientation, les 4e en randonnée sportive et les 3e en kayak. Tout ça s'est supprimé du jour au lendemain et on ne peut même pas terminer les évaluations et les cycles jusqu'à la fin de l'année.
Quant à la suppression de ces dotations, le département précise, je cite, que la collectivité reste à l'écoute des chefs d'établissement pour procéder à des ajustements, comme à l'accoutumée, au moment de la transmission et de l'analyse de leurs comptes financiers. On se rend désormais dans la Creuse, à Lussat précisément, où une classe de 11 élèves devrait disparaître à la rentrée prochaine. Et bien, ce qui a valu la démission du conseil municipal. Et depuis quelques semaines, beaucoup d'établissements scolaires français voient leurs classes fermées. Dans ce petit village à l'est de la Creuse, le maire, 3 adjoints et 6 conseillers municipaux ont démissionné ensemble fin de semaine dernière suite à cette annonce qui menace de fermer leur seule classe de 11 élèves allant de la petite section de maternelle au CM2. Pourquoi démissionner? Quel impact pourrait avoir cette fermeture sur ce village? On écoute Didier Reynaud, premier adjoint à la mairie de Lussat, au micro d'Ici Creuse. Eh ben, ça fait mal au cœur, c'est sûr. Hein. Ça fait très mal au cœur. Ça fait combien 4 générations qu'on vient à l'école à Lussat, hein. Ou plus même. C'est pas d'aujourd'hui que l'école existe à Lussat. C'est pour ça qu'on veut pas qu'elle s'en aille, que ça s'arrête. Ben, vous vous rendez compte? Une école dans un village et puis plus d'école, c'est le village est mort. Hein. C'est pas le nombre qui compte. C'est les élèves, comment ils sont éduqués. Ils sont très bien, là. Il y a là des devoirs et tout, ils ont tout ce qu'il faut. Et cette année, l'année prochaine, ça va augmenter. C'est pour ça que dans les petites communes comme ça, on ne peut jamais certifier le nombre, parce qu'il y en a qui arrivent, il y en a qui s'en vont. Ça bouge tout le temps d'une année sur l'autre. On a eu des nouvelles familles qui sont arrivées, qui sont installées, qui ont acheté, qui ont fait construire, qui ont loué. Et puis maintenant, ils ne savent plus comment faire, quoi, si l'école ferme, quoi. Et en attendant la décision de la préfète suite à la démission du conseil municipal, les parents d'élèves se mobilisent toute la semaine afin de protester contre ces mesures. La mairie a également lancé une pétition. À date, on recense 405 signatures. On termine ce journal avec une initiative lancée dans un collège d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, qui souhaite prévenir des violences sexuelles grâce au théâtre. Oui, 6 mois avant le lancement du programme à la sexualité dans les établissements scolaires, un collège d'Aubervilliers a décidé de parler des violences sexistes et sexuelles grâce au théâtre. C'est un comédien qui vient sensibiliser les élèves à la question du harcèlement et à la sexualité. Alors, en quoi cette initiative profite-t-elle aussi aux professeurs? On écoute leur témoignage au micro de Fanny Imbert sur France Inter. C'est pas forcément facile de savoir quel est le bon moment pour aller vers une élève, en particulier quand tu es un homme, d'avoir les bons outils, d'être formé. C'est quand même des moments compliqués avec des élèves qui se sentent pas bien, qui peuvent avoir vécu des choses graves ou non, et il faut pas se louper quand tu abordes ça. Il y a les actions de l'établissement, il y a ce qu'on peut faire, et on sent aussi les limites. Je pense que là, il y en a beaucoup pour qui ça a percuté, même si il et elle n'ont pas pris la parole. Merci Louisa pour ces infos. Presque 2 mois après la fin des procès dits de Mazan, la question du consentement est plus que jamais sur le devant de la scène, notamment en ce qui concerne son inscription dans la définition pénale du viol. Où en est-on et pourquoi est-ce, selon notre invité, essentiel aujourd'hui? On en parle tout de suite avec la députée Marie-Charlotte Garin. Chaque année en France, 94 000 femmes déclarent un viol ou une tentative de viol. Or, seuls 0,6% des plaintes pour viol ou agression sexuelle aboutissent à une condamnation. 0,6%. La France est le 3e pays européen où le nombre de plaintes pour viol et agression sexuelle est le plus élevé rapporté à la population. Et 99% des auteurs de viol ou d'agression sexuelle restent impunis. D'où la nécessité pour certains ou certaines d'ajouter cette notion de non-consentement dans le code pénal. Et pour ça, je suis ravie d'accueillir, Madame la députée, Marie-Charlotte Garin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée écologiste de Lyon. Comment expliquer ces chiffres malgré le nombre d'affaires rendues publiques et bien entendu celle qu'on a tous en tête, l'affaire Gisèle Pelicot? Je crois que c'est un mot qui fait un peu peur, mais qu'il faut accepter de le regarder en face, c'est celui de la culture du viol. On vit dans une société où la culture du viol, parce qu'on l'a héritée en fait d'années de construction sociétale, elle est présente partout. Et donc elle s'accompagne d'une culture de l'impunité. Vous rappeliez les chiffres, c'est très important de les rappeler à chaque fois, puisqu'évidemment, si on veut changer la loi, c'est parce qu'on part d'un constat qui est celui de ce climat d'impunité, avec très peu d'auteurs condamnés, une victime toutes les 2 minutes de viol ou de tentative de viol en France, c'est un scandale. On parle évidemment aussi du public des enfants, un enfant toutes les 3 minutes victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. En fait, c'est partout, c'est largement impuni. Parce que notre société choisit parfois de regarder ailleurs parce que c'est plus facile, parce que c'est difficile de se regarder dans le miroir et d'accepter que soit on a été victime, soit on a été complice, soit on a été auteur, soit on ignore ce qui se passe à côté de nous alors que c'est partout dans la société. C'est pour ça que vous parlez de culture du viol, parce que culture du viol, ça veut donc dire que c'est transmis déjà de génération en génération, oui. Et puis ensuite c'est institué. Oui, et un exemple très flagrant de ça, c'est par exemple comment nous, femmes, on va adapter notre comportement
parce qu'on va avoir peur de se faire violer dans l'espace public. C'est important de le dire parce qu'on a l'impression que c'est indolore, en fait ça ne l'est pas et c'est partout dans la société. On parle de culture du viol et nous ce qu'on veut faire avec notre proposition de loi pour introduire la notion de non-consentement dans le code pénal, on veut passer à la culture du consentement et je crois que le courage de Gisèle Pelicot qui a refusé le huis clos pour le procès de ses agresseurs à Mazan, mais en fait ça a mis en lumière tout ça. Ce que toutes les personnes qui sont professionnelles et qui bossent sur les sujets des violences sexistes, sexuelles et des violences faites sur les enfants, on savait déjà. Mais ça a permis vraiment de mettre dans le débat sociétal et médiatique la question de la culture du viol, la question de l'impunité, et de se dire, si on est arrivé là, si on a des affaires aussi sordides que celles-là, c'est bien qu'on a une culture aussi qui le permet. Quand on dit culture du viol, pardon, je rebondis vraiment sur cet aspect parce que évidemment ça crispe beaucoup de gens, beaucoup d'hommes se sentent pointés du doigt et donc bien sûr j'aimerais votre point de vue, enfin une réponse à cela. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre sur cette notion de culture du viol? Évidemment tous les hommes ne sont pas des violeurs, mais beaucoup quand même. Mais ce sont eux qui violent, c'est ça que vous voulez dire? En grande partie, à 98% des cas, en fait, les auteurs sont des hommes sur les viols. Et les victimes sont très souvent des femmes, même s'il y a aussi des hommes victimes et surtout des enfants victimes. Et chacun a sa responsabilité. Parce que la culture du viol, ça passe, par exemple, par un président de la République qui nous dit que Depardieu, finalement, c'est une fierté nationale, alors qu'il a des comportements d'agresseur et de prédateur. C'est un peu tous ces codes-là aussi qu'on veut remettre en cause. Et aujourd'hui, en réalité, je crois que nous sommes prêts à passer à la culture du consentement. Et un des exemples, je trouve, c'est la jeune génération qui est en train de grandir. On lui inculque de plus en plus cette culture du consentement. Ce fait qu'elle peut dire non si elle ne veut pas être... Les enfants, on leur dit, bah voilà, vous n'êtes pas obligés d'être serrés dans les bras ou d'embrasser quelqu'un si la personne vous met mal à l'aise. Vous avez un droit de dire bonne nuit. Et l'exemple de ça aujourd'hui qui fait l'actualité en ce moment, bien évidemment, c'est Betaram. Comment est-ce qu'une affaire dans un établissement scolaire privé où il y a eu autant de victimes d'enfants de la part de la communauté éducative sur place, ça a pu passer inaperçu pendant autant de temps? C'est pas passé inaperçu, hein. Ça a été dénoncé plusieurs fois et pas entendu. Oui, mais dans le sens où... Oui, exactement, vous avez raison, c'est plutôt l'idée de... Il n'y a pas eu de réaction. C'est ça. Et c'est ce qu'on dit depuis MeToo d'ailleurs. On ne dit pas que les femmes ne parlent pas depuis des décennies. On dit simplement qu'elles ne sont pas entendues. Pour illustrer cette notion de culture du viol, je voudrais juste intervenir et on va parler bien sûr de consentement, bien sûr de Mazan et tout ce qui va avec cette notion de consentement ou de non-consentement dans le code pénal. Il y a un mois encore, la France était épinglée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir autorisé un divorce à un homme pour faute conjugale, à savoir reconnaître que son épouse n'avait pas accompli son devoir conjugal. Une notion clairement d'un autre âge, on peut le dire, et qui témoigne de cette culture de viol dont vous parlez? C'est absolument scandaleux. Je pense que tout le monde a été outré en lisant les nouvelles en se disant mais quand est-ce que ça existe encore le devoir conjugal? L'ancêtre, c'est le droit de cuissage, hein. On remonte là, hein, ça découle très clairement de là. Ce qui est intéressant avec l'exemple du viol conjugal, c'est que la loi a évolué. Avant, c'était pas considéré comme un crime le viol conjugal, mais la loi a changé parce que la société a changé. Et donc, avec le consentement, c'est la même chose. On se dit que la définition du viol telle qu'elle existe aujourd'hui, elle repose sur la violence, la contrainte, la menace et la surprise. Et bien, aujourd'hui, ça ne couvre plus la réalité du viol. Donc, il est nécessaire de la faire évoluer. Donc, vraiment, le devoir conjugal, c'est l'exemple parfait de montrer comment est-ce qu'on est censé changer et comment est-ce qu'on a besoin que nos institutions et donc la justice l'accompagnent. Parce que si la Cour européenne des droits de l'homme a condamné, c'est bien qu'on n'est pas à la hauteur. Et aujourd'hui, notre justice, il y a beaucoup de professionnels qui font du mieux qu'ils peuvent malgré des conditions matérielles compliquées pour mener à bien leur travail. Mais en l'état, on n'est pas à la hauteur de toutes les victimes, et vous avez rappelé les chiffres, qui sont victimes de viol, et en rappelant aussi qu'on a quand même 8 victimes sur 10 qui ne portent pas plainte aujourd'hui. Oui, alors c'est un vrai sujet sur la notion du consentement, justement, et beaucoup de personnes s'opposent à cette idée du consentement ou non-consentement, ça dépend de laquelle on se place, mais en tout cas de la notion de non-consentement dans le code pénal, notamment des franges dites féministes. Vous le comprenez ou pas? Alors, il faut peut-être rappeler qu'il y a beaucoup d'associations féministes, et notamment les principaux réseaux d'associations, donc je pense au Planning Familial, à la FNCIDFF et aussi à la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui sont en faveur et qui, elles, ont beaucoup de remontées de tous les acteurs de terrain avec qui elles travaillent dans leur réseau. Aujourd'hui, en Europe, il y a 15 pays sur 27 qui ont déjà changé leur législation ou qui l'avaient à la base et qui introduisent la notion de consentement ou de non-consentement selon comment on le prend dans la loi. La Suède, l'Espagne, la Belgique, entre autres. Entre autres. La Belgique très récemment, l'Espagne il n'y a pas longtemps, effectivement, avec des évolutions. Donc le sens quand même de l'histoire et de la société, c'est plutôt d'aller vers la prise en compte du consentement, tout simplement parce que la loi exprime la norme
qu'on veut protéger en tant que société. Et donc, il est important que la loi soit claire et intelligible pour tout le monde. On parlait de Pellico tout à l'heure, typiquement. Pellico, on a entendu des défenses qui étaient absolument inadmissibles de la part des accusés et des avocats des accusés, qui, normalement, demain, si on passe à une société de la culture du consentement, ça n'existe plus, en fait, de dire, pardon, elle était complètement inconsciente, mais je pensais qu'elle avait consenti. Ça n'existe plus. Et ça, la loi, elle a besoin de le réaffirmer et d'être très claire là-dessus. Alors, le contre-argument, et j'aimerais votre réaction, bien entendu, est de dire que le regard de la justice, justement, va se concentrer à la fois, davantage sur le comportement de l'agresseur, mais plus, finalement, sur celui de la victime. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ça, la crainte des associations féministes, c'est qu'on s'intéresse effectivement plus au comportement de la victime. En réalité, c'est déjà le cas aujourd'hui. Dans la plupart des audiences, on est déjà en train de questionner comment madame était habillée, à quelle heure elle est sortie, quel était son comportement sexuel passé. Là, ce serait une inversion, en fait. Non, c'est pas une inversion, c'est plutôt un rééquilibrage. C'est-à-dire qu'en précisant le consentement et en précisant dans quel cadre il est valable ou pas, et ça, c'est très important. Il ne s'agit pas juste de rajouter le consentement comme ça et c'est fini. Non, il faut encadrer aussi la notion de non-consentement. En le rajoutant, on va demander au juge de s'assurer sur de quelle manière la personne mise en cause a-t-elle recueilli le consentement de la victime. Mais, excusez-moi, dans une logique de viol, pardon, je fais le contre-argumentation, mais il faut bien qu'on comprenne. Dans une situation de viol, on sait très bien qu'il y a un état de sidération, d'emprise. Tout à fait. Et d'agression, de violence. La femme n'a pas, je dis la femme parce que c'est souvent des femmes, mais les hommes aussi, n'a pas le temps de dire oui ou non. Et c'est justement pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec la loi actuelle en grande difficulté pour prouver qu'il y a eu violence. Parce que quand il y a eu sidération, si je suis surprise par un partenaire avec qui j'ai peut-être eu envie d'avoir des relations sexuelles, mais j'ai changé d'avis, il force, d'accord ? Donc il entame en fait très clairement un processus pour me violer. Je vais être tellement sidérée parce que je ne m'attends pas à ce que ça arrive de la même manière qu'on est sidéré quand quelqu'un nous arrache notre sac à main dans la rue et on n'arrive pas à réagir. Du coup, si je vais porter plainte, je vais être en difficulté pour prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace, surprise, puisque le propre de l'état de sidération, c'est de ne pas être en capacité de réagir. Mais pardon, mais c'est la même chose dans le cas inverse. C'est-à-dire que comment, justement, argumenter le fait que vous n'ayez pas dit non alors que vous ne vouliez pas, mais parce que vous étiez en sidération et qu'il y a cette notion de non-consentement. D'où l'importance, en fait, de rappeler que la différence entre un viol et un rapport sexuel, c'est le consentement. C'est ça la limite entre les deux. Donc pour s'assurer que l'autre est bien consentant, et que ce n'est pas un acte de violence et de domination, on pose la question, on vérifie que tout va bien, que tout se passe bien. Et on veut vraiment ancrer dans la culture et dans la loi qu'être en état de sidération, l'absence de réaction, ça ne vaut pas un consentement. Et ça, c'est important de le dire. Parce que, notamment les jeunes femmes, on est socialisées à ne pas dire non. Et donc à subir. Et donc on veut vraiment réaffirmer ça. Alors, effectivement, il y a un problème de culture et on est habitué, comme vous le dites, effectivement, à ne pas dire non. Clémentine Autain, donc, qui est députée, qui a été elle-même violée, je le dis parce qu'elle l'a clairement dit, effectivement, et avoué, dit que c'est une fausse bonne idée car le mot consentement n'est pas clair. On peut acquiescer à un acte par contrainte, donc il ne résout pas la problématique. Ça revient effectivement à ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il est important de cadrer le consentement et mettre juste le consentement comme ça. Effectivement, ça ne donne pas de boussole qui soit fiable pour les juges. On peut dire oui. Et dire oui sous la pression. On peut dire oui dans une situation de vulnérabilité extrême où en réalité on n'a pas d'autre choix que dire oui. Et c'est pour ça que nous, dans la manière dont on propose de rédiger le code pénal, on cadre bien et on a des lignes rouges qui pour nous sont très très importantes et doivent figurer à la fin de l'étude du texte qu'on va avoir à l'Assemblée et au Sénat. Il est très important que le consentement soit apprécié en fonction des circonstances environnantes, donc dans quelles conditions il a été donné, et qu'il soit apprécié aussi au regard des vulnérabilités potentielles de la victime. Et ça, c'est important parce que, évidemment, on le voit bien, par exemple, Mazan, on y revient, exemple phare, la soumission chimique, évidemment, c'est un état de vulnérabilité qui altère la capacité à consentir. Bien sûr. Donc ça, on le prend en compte, et d'ailleurs, j'ai eu des débats à ce sujet avec Clémentine Autain, qui précise dans la petite note qu'elle donne, qu'elle dit « elle n'y est pas favorable a priori ». Parce qu'elle dit, si on prend un certain nombre de précautions, alors peut-être qu'effectivement, ça peut avoir l'effet escompté. Et nous, on a mené 1 an de travaux avant d'arriver à cette proposition de loi. On a auditionné des centaines de personnes. On est arrivé à la conclusion qu'il fallait modifier la loi, mais qu'il fallait le faire avec précaution et donc selon un certain nombre de lignes, dont je vous disais l'exemple de la vulnérabilité ou l'exemple des circonstances environnantes. Alors, vulnérabilité, pardon, je vais y arriver. Circonstances environnantes aussi, qui est un critère mentionné dans la Convention d'Istanbul, ça vous l'avez dit. Un autre pan de cadre, justement, pour cadrer cette notion
notion de non-consentement, encore une fois, qui est très compliquée dans un état de sidération, un état d'emprise que vivent très souvent les victimes de viol ou d'agression. La suite du 4, c'est de conserver les 4 critères existants, donc la violence, la contrainte, la menace et la surprise, parce qu'ils ont produit de la jurisprudence et qu'en 81, quand ils sont inscrits dans la loi, l'idée c'est de mettre en valeur les stratégies de l'agresseur. Aujourd'hui, on voit que les agresseurs se sont adaptés, en fait. Simplement, ils ont adapté leur défense, ils ont instrumentalisé le consentement. Donc nous, notre but, c'est aussi de reprendre, en fait, l'arme de la main des agresseurs pour se dire, en fait, le consentement, étymologiquement, à la base, ça veut dire être d'accord avec. Ça suppose l'égalité. Et donc nous, on veut remettre ça au cœur. Et sur l'idée de la sidération, on garde les 4 critères existants, mais on ouvre en précisant que le non-consentement est aussi un critère qui permet de caractériser l'infraction de viol. Et à ce moment-là, ça nous permet d'éviter de laisser sur le bas-côté les 70% de victimes qui sont en état de sidération quand elles sont victimes de viol, en ouvrant la loi, parce qu'aujourd'hui, les 4 critères, violence, contrainte, menace ou surprise, nous, on a des juges qui nous le disent. On sait que la victime est en état de sidération, on la croit, on sait qu'elle était victime, mais en fait, le droit, c'est pas élastique, quoi. C'est pas dans la loi. On doit faire rentrer, eux, ils reçoivent une victime, ils doivent faire rentrer dans les 4 boîtes, soit la contrainte, la violence, la menace ou la surprise. Ce que vous dites, c'est que le consentement est partout dans l'enquête, mais c'est pas dans la loi. Il n'est pas dans la loi, et donc il empêche aujourd'hui des juges de caractériser des infractions de viol, tout simplement parce que ça ne rentre pas dans les boîtes de la loi existante. Mais est-ce que vous entendez quand même la question, parce que, pardon, je reviens dessus, mais sur le fait qu'effectivement, on va plutôt se pencher sur le comportement de la victime, du coup, est-ce que tu as bien dit oui? Est-ce que c'était peut-être bien d'accord? C'est déjà le cas, ça. Ça, c'est déjà le cas. Aujourd'hui... Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas changer? Enfin, il y a 0,6% des affaires qui sont traitées qui aboutissent à une condamnation. Donc peut-être que, justement, si la parole n'est pas entendue, si c'est déjà le cas, peut-être qu'il faut faire quelque chose de complètement inverse, non? Tout à fait. Mais c'est pour ça que nous, c'est ce qu'on propose, c'est justement d'inverser et de décentrer de cette espèce de lunette grossissance extrêmement restrictive où on va interroger que le comportement de la victime. Et nous, en changeant la loi, on demande au juge d'aller interroger le comportement de la personne mise en cause. Et c'est pour ça que l'aspect sur les circonstances environnantes, c'est hyper intéressant. Parce que si vous voulez caractériser l'infraction au moment où elle a lieu, vous voyez, au moment du contact sexuel. Je suis désolée, c'est graphique, mais on est obligé d'avoir cette discussion-là quand on parle de viol. De facto, vous allez essayer de voir s'il y a eu violence, contrainte, menace, surprise au moment du contact sexuel. Là, en ouvrant avec la notion de non-consentement et en précisant qu'il doit être apprécié au regard des circonstances environnantes et au regard des vulnérabilités, on va demander aux enquêteurs aussi, puisque c'est les premiers à répondre en fait à la plainte de la victime, de dézoomer de juste ce moment de l'acte sexuel pour en fait aller considérer si le consentement, au-delà de la violence, la contrainte, la menace et la surprise, il a été présent, comment il a pu être extorqué auprès de la victime. Et donc, ça veut dire demander aux enquêteurs, en changeant la loi, d'aller regarder les conversations téléphoniques de l'accusé, d'aller interroger les anciennes campagnes pour savoir quel type de comportement ils ont pu avoir. Et donc, en fait, en dézoomant, on va permettre de caractériser plus d'infractions pour viol, parce qu'aujourd'hui, c'est 73% de plaintes qui sont classées sans suite quand même. Enfin, c'est inadmissible dans n'importe quel autre type d'infraction. On n'accepterait pas ça. Et encore des plaintes, donc ça veut dire celles qui ont porté plainte. 8 sur 10 qui ne portent pas plainte, et après, 73%. Toutes celles qui se testent parce qu'elles savent finalement qu'elles ne seront pas entendues. Et il faut encore le rappeler, ça. C'est très important, cette culture du silence aussi. Parce que puis parce qu'en fait, c'est un crime de l'intime, le viol, et on a honte. Et ensuite, on se pose la question, mais comment est-ce que je vais être en capacité de prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise? Et là, c'est aussi un enjeu sociétal de changer la loi. Aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé ces travaux sur cette mission d'information, j'ai 26 ans quand j'ai été élue députée, j'avais pas assez de mes 2 mains pour compter les femmes victimes de viol dans mon entourage qui ne sont pas allées porter plainte. Et il y en a beaucoup qui ne se reconnaissent pas dans la définition du viol actuel parce qu'elles se disent bah, moi, en fait, j'ai juste pas réussi à dire non, j'étais sidérée. Donc, comment est-ce que je vais être capable de prouver en déposant plainte qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise? Et donc, elles se disent je ne vais même pas aller porter plainte parce qu'en fait, c'est une bataille perdu d'avance. Et nous, on veut changer ça. Et c'est aussi un message fort qu'on envoie à la société dans son ensemble, mais bien évidemment aux victimes, de dire la société a évolué. Et la justice aujourd'hui est en capacité de vous entendre. Quand vous parlez de culture du viol, je reviens aussi là-dessus. Et vous me dites quand même que les juges eux-mêmes savent qu'il y a eu viol, ou en tout cas se doutent qu'il y a eu viol. Le consentement est partout dans l'enquête et pourtant ça n'est pas inscrit dans la loi. C'est quand même une façon de dire que, quelque part, la justice est quand même avec vous, qu'il y a une vraie volonté aussi de faire changer les choses, ou vous pensez clairement que le monde politique, la société actuelle est complice de tout cela? Je crois que jusqu'à maintenant, on a été complice. Parce qu'on n'a pas été en capacité de... je prends l'exemple de MeToo. MeToo, c'était il y a près de 10 ans. Ça a été une déferlante qui a bouleversé notre société. Et on a été dans l'incapacité d'offrir de vraies réformes de politique publique d'ampleur pour répondre à ça. Et nous, ce que l'on dit en proposant de changer la loi sur le consentement dans la définition pénale du viol, ce qu'on dit, c'est une première pierre à l'édifice dans le mur de l'impunité. Bien sûr que ça ne suffira pas. Et il n'y a personne qui dit qu'on va tout résoudre d'un coup juste en changeant la définition du viol dans le code pénal. Mais on dit
qu'on acte, que collectivement on passe à autre chose, on passe à la culture du consentement et ensuite on veut mettre les moyens sur la table puisque bien évidemment il faut de la prévention, il faut former les magistrats et il faut plus de moyens de police et de justice. On parlait des pays qui ont inscrit justement cette notion de consentement dans leur constitution, qui ont changé carrément de constitution pour ça, la Suède, l'Espagne, la Belgique et plein d'autres. Est-ce qu'il y a eu des résultats, des effets probants ? Alors la Suède notamment a eu des résultats très intéressants qu'on doit un peu distinguer parce qu'ils partent d'un peu plus loin que nous en termes de définition à la base, mais il faut rappeler qu'aussi on pose ces propositions-là parce qu'on ne respecte pas la Convention d'Istanbul, qui est le texte le plus protecteur qu'on a signé au niveau international en termes de droits des femmes. Il y a le Grevio, qui est l'instance qui vérifie si les pays appliquent bien la Convention d'Istanbul, a rendu un rapport là en décembre justement sur le cas de la Suède. C'est très positif. Pour l'Espagne et la Belgique, c'est un petit peu trop tôt puisqu'ils ont changé leur loi il n'y a pas très longtemps. Récemment, oui. Mais comme c'est une ministre qui était écologiste à l'époque qui avait porté la proposition de loi, moi je lui ai posé la question de savoir si elle pouvait nous avoir des premiers retours et elle a demandé au ministre de la Justice. Les premiers retours sont positifs. Dans tous les cas, il faut qu'on ait en tête que des retours positifs quand on parle de violences sexistes et sexuelles, ça veut dire que dans un premier temps, les chiffres vont continuer d'augmenter. Pour savoir si une politique publique est bien en termes de prise en charge des violences sexistes et sexuelles, dans un premier temps, il faut qu'il y ait plus de plaintes, il faut qu'il y ait plus de signalements, parce que ça veut dire que les personnes retrouvent confiance dans les institutions. Et dans un deuxième temps, parce que notamment le travail de prévention aura eu son effet, donc on peut s'attendre à ce que, si ça fonctionne bien, à ce que, allez, dans 5 ans, on commence à voir à minima une stagnation dans les dépôts de plainte, dans les condamnations, et ensuite une baisse. Donc c'est un travail de longue haleine, et c'est pour ça que c'est un peu contre-intuitif de se dire mais ça n'a pas de sens que les chiffres augmentent pour dire que ça fonctionne bien, mais en réalité, on saura si tout cela fonctionne bien que si les chiffres augmentent dans un premier temps avant de baisser ensuite. Et je crois que ce qu'on retient quand même de tout ce qui se passe dans tous les pays autour de nous, ça ne peut pas aller sans moyens supplémentaires. Alors des moyens supplémentaires, notamment à l'école, puisqu'avec ces cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, il y a eu un changement, on a mis ça dans un tiroir pendant des années, puis tout d'un coup maintenant, ça y est, enfin on en parle. C'est une bonne chose ? C'est peut-être la lueur d'espoir dans les temps actuels qui sont un peu anxiogènes, la plus grande qu'on ait eue, en tout cas dans le milieu de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Parce que l'offensive réactionnaire est très forte. On entend beaucoup de désinformation sur l'éducation à la vie relationnelle, sexuelle et affective, mais c'est notre meilleur outil de prévention parce que l'école, ça touche tout le monde. Tout le monde va à l'école. Et donc c'est par là qu'on peut passer les messages pour protéger nos enfants et aussi les mettre en confiance pour qu'ils soient en capacité de signaler à un adulte en qui ils ont confiance quand quelque chose ne va pas ou quelque chose leur semble être un peu anormal. Donc c'est une excellente nouvelle et on l'attendait puisque la loi date quand même de 2001. Donc c'est très positif. Peut-être effectivement pas appliqué du tout. La nécessité d'enseigner ces sujets, effectivement, tels que le consentement dès le plus jeune âge, pour vous, aura un effet bénéfique clairement sur l'attitude même des enfants dès le jeune âge, entre eux aussi, sur le plan relationnel ? Tout à fait, c'est pour ça qu'on parle d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, parce qu'en fait on se rend bien compte que le consentement, en réalité, on en fait quelque chose d'énorme avec beaucoup de caricatures sur « oh là là, il va falloir signer des contrats », mais dans la vraie vie, on le mobilise au quotidien. Moi, si je veux vous emprunter votre stylo, je vais simplement vous poser la question. Vous signerez un contrat. Bah dis donc. Non mais pour dire, en fait, au quotidien, le consentement, c'est juste une question de communication et de respect mutuel. Et donc, il est normal qu'on l'enseigne à nos enfants, et il est normal que ça devienne le minimum syndical, si je puis dire, dans les relations affectives et que ça revienne au cœur pour dire attention, il y a une limite très claire entre la violence et la sexualité et c'est le consentement. Vous parlez des relents conservateurs. Est-ce qu'on peut imaginer dans ce cas que pour vous, le conservatisme qui revient peut-être un peu plus en ce moment, quoique je ne suis pas sûre qu'il ait finalement cessé réellement, mais enfin bon, revient davantage en tout cas dans la discussion, dans les débats. Est-ce que vous pensez qu'il va aussi avec cette culture du viol dont vous parlez depuis ce début d'échange ? Marie-Charlotte Garin. Je crois que avec le procès des agresseurs de Gisèle Pelicot, il y a une prise de conscience qui a traversé toute la société. Et ça, c'est intéressant parce que moi, je le vois aussi dans la manière dont on parle de ce sujet sur les plateaux télévision, avec les journalistes. Il y a eu un basculement. Donc je crois que toutes les digues conservatrices du monde ne pourront pas tenir face à la réalité du nombre d'enfants qui sont victimes de violences sexuelles, nombre de femmes. Parce qu'en réalité, n'importe quelle des personnes qui est opposée à une quelconque idée de progrès en termes de droits des femmes, en réalité, connaît dans son entourage une victime de viol. Oui. Et la regarder en face et lui dire on ne va rien changer, et finalement le consentement, c'est une affaire de bonne femme, quoi. C'est un peu superficiel. En fait, c'est inentendable. Et je crois que finalement, les femmes partout dans le pays, peu importe nos opinions politiques, on est actrices de ce changement-là et de ce changement culturel, parce que peut-être qu'on a déjà suffisamment subi pendant des décennies et qu'on a aussi envie de créer les conditions d'une société
en sécurité, saine pour les générations à venir. Enfin, moi, je sais que je regarde mes nièces, les petites filles de demain. J'ai envie de leur dire, mais en fait, tout ira bien parce qu'on a tout défriché. On a fait le travail pour que vous puissiez grandir et vous épanouir pleinement. Merci beaucoup, Madame la députée, d'être venue nous en parler sur ce plateau. Marie-Charlotte Garin, députée écologiste de Lyon. Merci. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. Les apprentis du pain arrivent sur School TV. Plongez au cœur du quotidien des élèves du CAP Boulangerie du CFA interprofessionnel de Chartres dans cette mini-série exclusive réalisée par la TOC. En 4 épisodes, suivez leur parcours durant une année de défis d'apprentissage et de passion pour l'artisanat boulanger. Découvrez les coulisses d'un métier exigeant et inspirant qui façonne les artisans de demain. Retrouvez le 2e épisode ce samedi 22 février à 12h20 sur School TV. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Sophie Normand. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante et aussi autrice de ce très joli album Carole et l'extraordinaire Marcel en auto-édition. Vous avez eu le courage de vous lancer. Bravo pour cela aussi. Oui. Bravo. Mes heures de sommeil me remercient. Oui, je comprends, mais bravo pour cela. Bravo pour évidemment ce métier d'enseignant qu'on salue et que l'on adore. Et puis cet album absolument génial, Carole et l'extraordinaire Marcel. L'illustratrice, c'est Clara Debré, on va bien sûr en parler. Vous êtes enseignante depuis à peu près 10 ans maintenant. C'est ça. À l'Académie. En 2015. C'est ça. Et à l'Académie de Rennes depuis 4 ans. Depuis 2021. Oui, depuis 4 ans. Et vous avez enseigné plutôt dans le primaire. C'est ça, essentiellement. Donc, j'ai fait maternelle élémentaire et un petit peu de collège et lycée quand j'étais en Allemagne, mais le gros de mon travail, c'était en primaire. Et vous avez eu envie de parler effectivement de Trisomie 21 au travers de cet album-là, parce que c'était cette journée de la Trisomie 21 qui vous a interpellé, parce qu'une histoire personnelle, parce que l'envie d'écrire à tout prix, les trois réunis. Il y a un peu des trois. Ma grosse envie, moi, c'était d'écrire sur des personnes qui sont encore en vie. Donc l'envie d'écrire, elle part de là. Et donc quand je suis devenue enseignante, ma première année en 2015-2016, il y a Marcel qui est né. Et Marcel, c'est le fils d'une amie à moi qui s'appelle Carole, qui est porteur de trisomie 21. Et du coup, quand il est né, Carole, elle a pris la parole sur les réseaux sociaux. À l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, elle a beaucoup communiqué dessus. Et voilà, donc moi j'ai commencé à raconter son histoire dans ma classe dès 2016. Et vraiment, les élèves ont été captivés. Il y a eu beaucoup d'intérêt pour leur histoire, beaucoup de questions sur le handicap aussi. Ça a vraiment suscité des échanges très riches. Ça a permis aux enfants aussi de se raconter, parce que la différence, c'est un sujet qui est universel. Et donc, raconter l'histoire de Carole et Marcel, ça a été l'occasion pour eux de se raconter eux aussi. Donc, j'ai raconté en fait leur histoire. Je la racontais tous les ans, je la raconte tous les ans depuis 2016. Et Carole, en 2020, elle a sorti un livre pour les adultes. Et voilà, donc année après année, je me suis dit que ce serait bien qu'il y ait un support aussi pour les enfants. Pour les enfants, une manière de raconter, effectivement, aussi avec des illustrations portées, donc on le disait, par Clara Debré, qui amène quelque chose forcément en plus. Alors justement, ce petit truc en plus, pour raisonner avec le film évidemment d'Artus, mais aussi ce chromosome en plus, eh bien, Carole et son mari décident d'en faire une force aussi. Oui, complètement. Carole, elle a vraiment rebondi très vite. Il y a eu un tsunami d'émotions à l'annonce, puisque Marcel a caché son petit chromosome pendant toute la grossesse. Et donc quand il est arrivé, Carole et Sylvain ont été très surpris. Et dire que tout a été joyeux tout de suite, c'est pas vrai. Il y a eu vraiment, ils sont passés par tout un tas d'émotions. Et après, Carole s'est quand même relevée très vite. Et en prenant la parole sur les réseaux sociaux, ça lui a permis aussi de trouver la force, du soutien, du courage. Et puis, surtout, elle était très animée par le fait de rendre le handicap visible. Et en 2016, c'était peut-être moins courant qu'aujourd'hui aussi. Parce que là, maintenant, en 2025, on est tous sur les réseaux.
On parle beaucoup plus de diversité qu'avant. Et quand elle a commencé à prendre la parole, donc il y a 9 ans, c'était un petit peu moins d'actualité. Donc c'était le combat, bien sûr, pour les préjugés, pour tout ce qu'on imagine, pour la force aussi, hein, effectivement, de libérer la parole, de sensibiliser au regard des autres, à la différence. Exactement. Moi, j'ai pu l'observer en classe. C'est vrai que selon l'école dans laquelle je me trouvais, selon que les enfants soient confrontés quotidiennement au handicap ou non, leur réaction n'était pas du tout la même. Donc il y a des écoles, notamment où il y a des dispositifs Ulysse, c'est complètement normal pour les enfants de voir, je sais pas, un enfant qui n'a pas de cheveux, un enfant à qui il manque un bout de main, enfin des représentations de corps très différentes. Et d'autres écoles où des enfants n'ont jamais vu d'enfants avec des handicaps physiques. Et la première fois que je leur ai montré le documentaire Comme des phénix, en coupant certains passages, parce qu'il y a certains passages trop difficiles pour eux, il y en a qui ont eu peur. Et ils l'ont exprimé très clairement, et je l'ai retranscrit dans le livre, en disant oui, j'ai peur, j'ai pas l'habitude en fait de voir des corps comme ça me fait peur. Et oui, il y a vraiment une question de est-ce qu'on est habitué à voir des personnes qui sont différentes de nous ou pas. La peur de ce qu'on ne connaît pas, hein, c'est un sujet qui revient malheureusement trop souvent dans l'actualité, dans la société aujourd'hui, à la fois pour les adultes, mais dont on pourrait imaginer qu'ils ont la maturité pour le comprendre, mais les enfants, c'est bien entendu évidemment une éducation aussi à ça. Exactement. Alors expliquer qu'on peut être tout à fait différent et qu'au contraire c'est une force. Voilà, c'est vrai que plus ils sont confrontés à la diversité, et moins il y a des enfants, c'est même pas un sujet pour eux. Aucune différence n'est un sujet, et il y en a d'autres, et je parle même pas des enfants il y en a qui sont carrément élevés dans la haine de l'autre, dans la haine des différences. Donc même sans parler de ces enfants-là, juste un enfant qui va pas être habitué à certaines représentations de corps, etc. Ça peut, au début, il peut y avoir une peur. Et puis il y a la force de Carole, hein, que vous décrivez à la fois aujourd'hui, mais aussi bien entendu dans l'album, qui décide d'aller aussi en classe pour parler de son fils Marcel, pour parler de ce handicap qu'est la trisomie 21, pour pouvoir justement ouvrir, et puis que tous ces enfants posent des questions aussi, libérer la parole. Alors là, dans ce livre-là, c'est un docu-fiction. Donc Carole, elle n'est pas vraiment venue dans ma classe pour en parler. Mais elle l'a fait à travers d'autres classes? Elle l'a fait, je ne crois pas qu'elle soit intervenue dans des classes, mais elle a beaucoup parlé dans différents médias, dans les journaux, à la télé, sur les réseaux. Enfin, elle a vraiment beaucoup communiqué à ce sujet-là. Après, dans les classes, c'est plus un mélange de tout ce qui s'est passé justement dans mes classes ces 9 dernières années, les réactions des élèves, leurs questions, parce qu'ils en avaient énormément, alors j'ai dû sélectionner, mais c'est un mélange de ça, et du coup là dans l'histoire je la fais venir en classe comme si c'était elle qui avait l'échange avec les élèves, mais dans la vraie vie c'est vous. C'est exactement. Quelles sont, parler des questions justement, les 10 000 questions que les enfants vous posent, quelle est celle qui revient le plus souvent ou qui vous a le plus interpellé? Alors il y a eu, comment ça s'attrape? Comment on attrape ce chromosome, qu'est-ce que ça lui fait? Ils étaient très curieux de savoir, concrètement, ce chromosome à Marcel, en plus, qu'est-ce que ça lui fait? Parce qu'il est à l'intérieur, on ne le voit pas, du coup, comment ça peut modifier son physique, comment ça peut modifier son cerveau, et ils étaient assez curieux de ça, qu'un tout petit truc qu'on voit même pas. Oui, c'est ça. Nos chromosomes cachés à l'intérieur, je cite, ont donc un effet sur notre aspect à l'extérieur. Le petit chromosome en plus de Marcel, qui n'a l'air de rien vu de l'intérieur, modifie pourtant son aspect physique et ses capacités mentales. Exactement. Et ça, ils ont un peu de mal, même pour nous. Enfin, je veux dire, c'est assez fou de se dire, il y a juste un petit chromosome en plus dans ces cellules, et ça entraîne effectivement une différence physique, des différences aussi d'apprentissage, etc. Et c'est assez fou. Donc, ça... Et puis de lien avec les émotions aussi, c'est tout important. C'est le moment ou jamais, et notamment avec les cours d'EVARS, d'éveil aux relations et à l'amour et à la sexualité. Eh bien, c'est aussi ça, ce rapport aux émotions qui diffèrent en fonction des enfants. Oui, exactement. Et en fait, moi, je trouve que le livre jeunesse et les objets artistiques en général, c'est une porte d'entrée assez merveilleuse pour parler de tout un tas de sujets. Vous parliez de l'éveil à la sexualité. Enfin, en fait,
à travers l'album jeunesse, parfois il y a des sujets, on ne sait pas spécialement comment en parler avec nos enfants. Oui. On n'a pas spécialement les mots, on n'a pas spécialement même les connaissances. Et entrer par le livre jeunesse, entrer par la musique, entrer par les films, c'est assez essentiel. En fait, je trouve que ça permet le dialogue, ça permet de se comprendre, ça permet d'apprendre. Enseignante depuis plus de 10 ans maintenant, vous avez enseigné dans plusieurs classes, enfin, plusieurs niveaux scolaires. Est-ce que vous avez vu au fil du temps et aussi une évolution du regard justement sur le handicap, à la fois des parents et des élèves et des enfants? Moi, donc j'ai commencé en moyenne section et j'ai raconté cette histoire jusqu'au CM2. L'ensemble, ils ont vraiment à chaque fois été très bienveillants, très curieux. Et entre le moment où j'ai commencé à la raconter en 2016 et là aujourd'hui, non, je vois pas spécialement il n'y a pas eu spécialement d'évolution. Enfin, la constante, c'est que ils sont intéressés, interpellés de tout ça. Et puis il y a aussi cet enfant dont la maman est porteuse de handicap. Il y a un double regard, en fait, un regard croisé. Exactement. Qui s'opère. Alors ça, donc ce garçon, il a été inventé dans l'histoire, mais à chaque fois que j'ai raconté cette histoire, il n'y a pas une année où il n'y a pas un enfant qui va parler de, justement, soit lui, il est directement touché par le handicap, soit quelqu'un de sa famille, soit il se sent différent pour telle et telle raison. Et en fait, à chaque fois, j'ai eu des témoignages d'enfants qui parlaient d'eux à travers, et qui se connectaient en fait, qui se connectaient à leur histoire et le fait qu'ils se sentent moins seuls après avoir rencontré Carole et Marcel, c'est quelque chose qui est revenu, pareil, assez régulièrement, et c'est pour ça que j'ai voulu le souligner dans l'album. C'est du vécu de classe et d'enfants. Juste un dernier petit mot sur Clara Debré, qui est donc illustratrice, parce que ses dessins sont extrêmement doux, c'est ce que j'ai ressenti, moi. Ouais, ils sont magnifiques. Moi, j'ai découvert son travail dans un livre qui s'appelle L'âme des grappes bleues, chez Pantera, et je les trouve incroyables, donc je l'avais contactée en disant, mais ce serait fou qu'elle accepte d'illustrer cette histoire. Et pour l'anecdote, en plus, donc je la suivais sur les réseaux, j'avais vu qu'elle était enceinte et je me suis dit, oh là là, la pauvre, je vais pas aller non pas la pauvre, elle est enceinte, mais je vais pas aller la déranger maintenant, elle doit avoir autre chose à faire que de se dire, je vais aller illustrer un livre en auto-édition. Et en fait, elle a accepté avec grand plaisir et ses illustrations sont vraiment magnifique. Merci à vous d'être venue, Sophie Normand, sur le plateau du Grand JT. Donc on salue Clara Debré, illustratrice, donc de Carole et l'extraordinaire Marcel en auto-édition. Ce qui veut donc dire auto-édition, on dirait éditer seule, comme une grande, mais aussi en vente partout. Ça ne change rien. Voilà. Exactement. On peut retrouver partout et bien sûr sur Internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va tout de suite retrouver Louisa pour sa chronique. Dans cette chronique, Louisa, vous allez nous parler de la réforme du Code de la famille au Maroc. Et ce n'est pas la première fois que cette réforme est mise à jour. En effet, direction le Maroc pour une mise à jour du Code de la famille, aussi appelé Moudawana, qui depuis 1958 édicte les codes du statut personnel et de la filiation. Alors, si cette Moudawana est jugée comme étant une révolution concernant le droit des femmes, il ne faut pas s'y tromper, car toutes les règles ne sont pas émancipatrices. Je vous explique. Il y a déjà eu une première petite réforme en 1993 concernant cette Moudawana. La deuxième date de 2004, elle était jugée plus impactante. On le voit sur ces images, les Marocaines descendaient dans les rues pour manifester, revendiquer leurs droits. D'ailleurs, en 2004, elles se sont vues accorder le droit de choisir librement leur mari ou encore de demander le divorce sans leur accord. Mais ce qui nous intéresse, c'est la dernière mise à jour de décembre 2024, où après plus de 2 ans de consultations politiques et religieuses, une vingtaine de suggestions ont vu le jour. À l'ordre des consultations, garde d'enfants, héritage, âge légal du mariage ou encore polygamie. Alors, à date, c'est un premier texte qui propose des modifications du Code de la famille, mais nous restons dans l'attente des conclusions du Parlement et de leurs propositions de loi. Alors, pourquoi une nouvelle réforme a vu le jour alors que ça faisait 20 ans qu'on l'attendait ? Alors Virginie, c'est à la fois une demande de la société civile, mais aussi des mouvements féministes, car depuis les mesures de 2004, alors elles n'étaient pas toujours respectées, parfois détournées et aussi jugées vieillissantes, notamment sur le sujet de l'âge légal du mariage, de l'héritage ou de la polygamie. Mais quand je disais en début de chronique, attention, c'est que cette vingtaine de suggestions qui ont vu le jour en décembre 2024,
elles ont été toutes annoncées comme étant des nouveautés. En revanche, ce n'est pas le cas. Si on prend l'exemple de l'âge légal du mariage au Maroc, il est fixé à 18 ans. Celle-ci est apparue comme étant une nouveauté. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu détournement. En effet, les juges peuvent accorder des dérogations et donc les hommes peuvent se marier avec des jeunes filles mineures. Parce que le plus difficile dans ces révisions, c'est de trouver le bon équilibre entre l'évolution des mœurs de la société et également le cadre religieux, autrement dit entre les mouvements féministes et les oulémas. Et les oulémas, ce sont ces experts, ces juristes en droit musulman. Alors qu'est-ce qui va changer pour les femmes avec cette révision du code de la famille ? Alors plusieurs choses, on va en citer quelques-unes aujourd'hui. Déjà, les inégalités sur l'héritage persistent, mais il y a quand même quelques modifications. Je vais vous en donner quelques exemples. Déjà, une veuve ne sera plus exclue du domicile conjugal. Les parents pourront doter leur fille de leur vivant, donc ça c'est plutôt positif pour les filles. Le mari pourra transmettre son héritage à sa femme non musulmane ou à ses enfants adoptés. Et la grande mesure de cette Moudawana, c'est celle de la parité dans les gardes d'enfants, car les femmes pourront avoir leur garde d'enfants pendant le mariage, en cas de divorce ou de remariage. Ce n'était pas le cas jusqu'alors. C'est un véritable changement pour les femmes, comme l'explique Meriem, qui est mère de famille marocaine, mère de 2 enfants. On l'écoute dans un reportage de Mathias Rénal sur France Inter. Il a demandé la garde des enfants. Les enfants, ils étaient battus, un harcèlement psychique. Ils voulaient savoir qu'est-ce que je faisais à la maison. Selon ma fille, il me disait qu'il nous enfermait dans la cuisine pour avoir des réponses à ces questions. Et c'est quelque chose qui a bouleversé ma vie, en fait. Je dirais que c'est une révolution. On a la chance. Imaginez qu'aujourd'hui, on dit que c'est une chance de garder nos enfants, même après un mariage, que la maman, elle peut refaire sa vie. Le roi a dit, c'est bon. Je pense que même si il y a encore d'autres process, mais c'est officiel. Pour moi, je pense que c'est comme ça. C'est décidé, c'est dit, et ça sera bientôt fait. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on est résilient, on peut dépasser, on peut se projeter dans l'avenir, on peut vivre quand même, et survivre surtout. C'est quand même un changement notable pour ces femmes marocaines qui n'auront plus à choisir entre être une femme ou une mère, et c'est aussi une façon d'assurer la protection de l'enfant. Pour Maître El Amrani, qui est avocate au barreau de Casablanca, je cite, « La parité dans la tutelle est une révolution pour les femmes. Elles sont tout simplement mises à contribution dans la vie administrative de leurs enfants. Elles deviennent actrices et donneuses d'ordre aussi. Et encore une fois, c'est une preuve de l'abolition officielle du patriarcat puisqu'elles auront les mêmes droits que le papa. » Alors, côté polygamie, elle est maintenue, mais l'interprétation est plus difficile. Pourquoi ? Car la polygamie était dictée par les textes coraniques, donc c'est-à-dire par le Coran. Avec cette réforme, la polygamie est consolidée. Par exemple, devra être stipulée dans le contrat de mariage si la femme accepte ou pas la polygamie. Alors, comment est reçue cette réforme ? Alors, je ne parlais pas que de la polygamie, je parlais de cette réforme dans son ensemble par la société marocaine. Deux camps. Les féministes jugent les textes pas assez ouverts, trop restreints. Quant aux conservateurs, au contraire, les textes sont beaucoup trop libres et trop ouverts. Alors, quelle est la situation actuelle au Maroc face à cette réforme ? On va écouter Meriem Cheikh, qui est chercheuse au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Elle s'exprimait sur France Culture. Dans ce débat institutionnel inédit, on a finalement accouché d'une réforme que j'appellerais plutôt consensuelle, qui garantit un certain équilibre. Et le fait que l'on soit parti d'abord d'une discussion avec les différents acteurs de la société et que l'on soit arrivé en dernier lieu au Conseil des oulémas a en quelque sorte un petit peu coupé l'herbe sous le pied des conservateurs. Puisque finalement aujourd'hui, le texte a été appuyé par l'ensemble des acteurs politiques, y compris les acteurs conservateurs, à l'exception du parti islamiste qui a émis des critiques. Quel bilan peut-on dresser à ce jour ? C'est ce qui est intéressant parce que tout n'est pas vraiment très clair. Et on peut aussi se demander quel est le rôle du roi du Maroc dans cette réforme qui a impulsé cette nouvelle réforme. Alors voici ce que rapportait Rizlen Mamouni, qui est avocate et militante féministe au Maroc, concernant les engagements du roi. Alors, le roi a surtout dit, moi ce que je retiens de la réunion de communication sur ces propositions, c'est qu'il a appelé les oulémas, donc qui est le ministère chargé des affaires religieuses et qui est derrière toutes ces résistances un peu conservatrices. Il leur a dit, je cite, d'approfondir la recherche au sujet des problématiques du fiqh, donc de la jurisprudence religieuse, liées aux évolutions que connaît la famille marocaine et qui exigent des réponses novatrices en phase avec
les exigences de l'heure. Et moi, je me raccroche beaucoup à ça et j'espère que les oulémas vont répondre à cette invitation et s'atteler au travail pour nous sortir des solutions qui sont autant conformes à nos traditions positives marocaines que au sens de la marche qu'on a déjà prise, c'est-à-dire de regarder vers l'avenir sans avoir peur. Alors, conclusion à date, on ne peut pas vraiment parler de révolution, de victoire sur le patriarcat, même s'il y a déjà quelques avancées. Pour les féministes, ces mesures ne sont pas suffisantes. On reste dans l'attente des votes et des décisions du Parlement. Alors, oui à l'émancipation des femmes, oui à la reconsidération du droit des femmes lorsqu'il s'agit de l'améliorer, car une mesure positive pour le droit des femmes, eh bien, c'est toujours un combat de gagner. Bien entendu. Merci beaucoup. Merci Louisa. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Vous commencez d'abord, je voudrais en parler avec vous, le livre par un constat, c'est que le digital, le numérique, ça recrute massivement, mais c'est quoi l'ampleur de ce recrutement ? C'est une vraie interrogation et ça a été assez long de travailler sur ce sujet parce qu'il n'y a vraiment pas de statistiques globales. D'accord. On a des statistiques sur certains types de métiers, sur certains secteurs, mais pas une vision globale du numérique. Or, le numérique, c'est à la fois de la data, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, mais aussi de la création, du design. Voilà, donc c'est assez large. Et donc la meilleure analyse, je crois, elle a été faite par un certain nombre de scientifiques qui ont travaillé là-dessus et qui donnent des chiffres publiés par l'Institut Montaigne qui sont vraiment intéressants et qui disent grosso modo il y a à peu près 1 million de jobs aujourd'hui dans le digital. Et il y en aura... Qui sont disponibles. Qui sont déjà disponibles, dont 10% ne sont pas pourvus. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on est déjà dans un monde en tension sur ce sujet. Mais il y a aussi une autre statistique qui me semble intéressante et qui répond à votre question. Il y en aura 1,6 million à l'horizon 2030. Donc ça veut dire qu'on va chercher 600 000 personnes en 5 ans. C'est absolument colossal. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce bouquin en disant comment on fait pour trouver ces gens, comment on fait pour former ces gens, comment on fait pour les accompagner. On a dit préface de Yannick Noah, et ça vous l'avez conservé, et son regard est intéressant. C'est également préfacé par Boris Cyrulnik, qui vous a remis, je crois, la Légion d'honneur. Est-ce que justement, dans une vie faite de combats, faite d'épreuves, ce moment-là, on arrive à le savourer, on arrive à se retourner sur ce Oui, ça s'appelle la reconnaissance et la reconnaissance de l'État, donc forcément ça fait plaisir. J'avais eu le mérite. Aujourd'hui, la Légion d'honneur, ce sont des étapes importantes. Aussi parce que j'ai une petite fille qui a 10 ans, qui était fière, qui en a parlé dans son école quand ils ont traité la Légion d'honneur, ce que c'était. Elle m'a dit « Maman, est-ce que tu peux me la passer ? Je la montrerai à mes copains. » Donc, et puis le moment fort du moment où je décide que ça soit Boris Cyrulnik, qui est quand même sur la résilience un homme exceptionnel et qui habitait pas loin hier. Donc on était à la Quels ont été ces mots ? Il a parlé énormément, il a fait tout un... je crois qu'il a trouvé que j'avais bien avancé dans mon chemin de résilience et que... Il a traité tout ce sujet-là et j'ai bien aimé aussi, il avait écrit le sport de petit niveau, c'est plus sympa que le sport de haut niveau et c'est vrai que quand on a poussé les corps au maximum, c'est dur aujourd'hui de pratiquer les hautes sphères et on amène en tout cas les sportifs de plus en plus loin et c'est vrai que par moments je me dis quand même c'est dur quoi. Le rapport aux autres qui n'est pas évident parce qu'il y a ce mensonge que vous devez porter, puis au-delà de ça, cette vie pour le moins compliquée, faire partie de ma génération, écrivez-vous, était un effort et une difficulté. Ça, c'est pas seulement votre statut, vous vous reconnaissiez pas forcément dans cette jeunesse des années 80-90 ? C'est les deux parce que c'est difficile d'être insouciante et de faire partie des expérimentations collectives quand on a quelque chose à protéger. Et donc en réalité, je me suis quand même coupée d'un certain nombre d'expériences à cause de ça. Pour pas être tenté pour pas... Oui, pour pas mettre en danger, pour... à un moment donné, quand on a des grandes amitiés, il faut quand même partager à peu près tout. Alors si on peut pas partager sa famille, enfin en tout cas... C'est pas évident. Juste le nom de sa famille, c'est pas évident. Et puis après, même... amitié, je vous coupe, pardon, amitié ou amour, hein, parce que vous racontez aussi que votre premier grand amour, vous dites rien, et sacrée trouille au moment de... Bien sûr, mais d'ailleurs, je pense et vous le faites de manière un peu brutale. Je pense que c'est
quand j'étais sûre quand même que j'ai fait cette présentation officielle. Mais en réalité, il y a quand même pas mal d'histoires avortées à cause de ça aussi. D'accord, en amont en fait. Oui, parce que c'était trop lourd à faire porter à quelqu'un d'autre et ça mettait tout à coup une sorte de lourdeur, de pesanteur sur des histoires qui étaient censées être légères et faciles. Donc c'était pas compatible. Donc vous nous l'expliquez, il y a un vrai décalage entre les opportunités professionnelles et la compréhension du marché et de ces métiers par le grand public. Aujourd'hui, pour peut-être les jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent, quels sont les principaux freins, selon vous, que rencontrent les jeunes quand ils souhaitent se lancer justement dans une carrière du digital? Est-ce que c'est la formation qui n'est pas forcément adaptée à ces nouvelles technologies qui sont en constante évolution? Est-ce que c'est le manque de visibilité justement de ces métiers? Et vous essayez de rétablir le coche dans ce livre. Qu'est-ce que c'est? C'est difficile de répondre à cette question parce que la formation, elle existe. Je crois qu'on n'a simplement pas assez de monde pour faire ces métiers. Je pense que c'est surtout ça. Il n'y a pas énormément de freins pour quelqu'un qui est formé, qui connaît ce métier, qui est curieux. Franchement, il trouve un job assez facilement. On a encore une fois, on est en tension, donc ça veut dire qu'il y a plus d'offres que de personnes qui veulent faire ces métiers. Je pense que l'un des principaux freins, c'est le stéréotype de genre. C'est-à-dire qu'on a 20% de femmes dans ces métiers. Bon, c'est absolument pas normal et les femmes ne sont pas suffisamment formées pour tous ces métiers. Donc un des freins, je pense, c'est le stéréotype de genre. C'est encore plus difficile de parler quand ça marche. Je veux dire, quand vous avez les résultats sportifs, je rappelle, ex-numéro 2, deuxième joueuse française de tennis, et dans le top 25 mondial. Ah oui. C'est encore plus dur de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, je gagnais et les autres gagnaient. Et celles qui ne gagnaient pas, elles pensaient qu'elles étaient violées parce qu'elles ne gagnaient pas, parce qu'elles perdaient. Donc en fait, il y a un phénomène assez particulier où on se dit qu'on n'a pas le choix. Alors, je dis toujours, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qui pourrait être le prochain coach. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc finalement, on se dit, là, j'avance toujours. Et c'est vrai que j'ai pris des réflexions juste derrière où on m'a dit... en fait, avec lui, tu gagnais, quoi. Et ça fait mal. En fait, c'est au fur et à mesure des années où je me rends compte qu'en fait, le seul gros tournoi de ma carrière que j'ai gagné, c'est en 91 à Westchester. Et je me rends compte que sur cette semaine-là, je n'ai pas de coach. C'est-à-dire que j'ai pu jouer libéré sans avoir un humain qui me dise comment il fallait, ou me coacher, ou me préparer, ou m'encadrer. Et ça, c'est un signe, Vous avez joué libéré. Parce que ma problématique, c'est que quand, en 89, donc je quitte la structure, je continue, je fais le choix de continuer ma carrière, et je me dis, il va falloir quand même t'acceptes de le côtoyer encore sur le circuit, parce qu'il entraînait une autre joueuse. Donc en fait, il reste présent dans mon environnement, il se cachait parfois derrière les arbres pour voir mon match, donc en fait, pour moi, il a toujours été pas loin, en fait. Et voilà, et quand j'ai pu me sortir de tout ça, quand j'ai vraiment quitté ma carrière en 97, où j'ai dit, allez, stop, maintenant, j'en peux plus, j'ai envie d'une autre vie, quoi. Alors on vous reconnaît parce que dans votre vie, il y a un avant et un après, autour du dévoilement par Paris Match de votre existence, de votre existence d'une certaine manière, et surtout de votre ascendance en 1994. C'est un séisme personnel, ça d'ailleurs vous avez déjà écrit là-dessus, c'est aussi un séisme pour la famille. Et dans les relations, c'était compliqué d'être copain avec des copains ou des copines. Mais vos cousins, par exemple, qui se retrouvent aussi, d'un coup, toute la famille Pinjot doit rendre des comptes. Oui. Et ça, c'est quelque chose à quoi j'avais assez peu vraiment songé auparavant, dans le sens où, déjà, j'essayais de moi-même sortir de cette espèce de... de tsunami personnel. Et c'est vrai que forcément, tout le monde est concerné. C'est-à-dire que tous ceux qui portent mon nom, qui me ressemblent, en plus, j'ai des cousines, on se ressemble toutes un petit peu dans la famille. Je suis extrêmement proche de mes cousins-cousines. Et donc, forcément, en effet, on leur a posé des questions, ils ont dû rendre des comptes, alors qu'eux-mêmes faisaient partie de cette histoire du secret. Donc, il y a toujours des ramifications, de toute façon, dès qu'il se passe quelque chose. Quand on parle d'un fait divers à la télévision et qu'on parle de la victime et du coupable, on ne pense pas forcément à tout ce qu'il y a autour. Et évidemment que c'est des ramifications infinies. Et donc ça, c'est très fascinant. Et voilà. Et donc là, c'est vrai que ça m'a intéressée de me pencher un petit peu plus sur les répercussions au-delà de notre famille nucléaire. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe en régie. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Angèle Jean Girard, au son, Thibaut Goury-Lafont, le maquillage, Laure Audemont, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Merci beaucoup, Louisa, pour toutes ces infos. On vous retrouve très vite. Oui, semaine prochaine. Je ne saurais pas quand. À demain. Bonne soirée, ciao.